Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 8e étape du Tour d'Italie. Côté profil, cette 8e étape se faisait vraiment en deux parties avec 90 km tout plat ou presque, puis 60 km totalement à l'avantage des punchers. Le point chaud de cette étape, c'était bien sûr le mur de la Via Riputtolo à 3-4 km de l'arrivée, qui présentait des pourcentages atroces et qui faisait donc office de rampe de lancement parfaite quelque part pour aller gagner cette 8e étape. Et donc, côté scénario de course, là en revanche, je ne savais pas trop qui des baroudeurs ou des favoris du général allaient se disputer cette 8e étape, car tout allait dépendre, bien sûr, des premières heures de course où devait se former l'échappée de la journée. Justement, au résumé de cette étape, dans les premiers kilomètres de course, ce sont bien Alberto Bettiol et Filippo Ganna qui vont former cette première échappée de la journée. Derrière eux, très logiquement, ça va énormément bagarrer pour se placer en contre. Mais finalement, tous ces mouvements de course, plutôt que de créer l'échappée, eh bien, vont condamner le duo d'Italiens après une heure de course. La bagarre pour la formation de l'échappée va être interminable et va se poursuivre jusqu'à l'approche du sprint intermédiaire. À 70 km de l'arrivée, finalement, c'est un trio qui va enfin savoir prendre les commandes de la course. On va retrouver devant deux coureurs UAE et un coureur UNOX avec Mikkel Bjerg, Jonathan Narvaez et Andreas Leknesund. Ces trois hommes vont passer au sprint intermédiaire avec 40 secondes d'avance sur les premiers poursuivants. À 60 km de l'arrivée, ça va déjà être la première difficulté de la journée. Montefiore d'Asso. Le trio tête dans cette ascension va extrêmement bien collaborer, va être très efficace et va basculer avec une minute d'avance sur un groupe de contre qui se sera, lui, beaucoup flingué dans cette première ascension de Montefiore d'Asso. Le peloton maillot rose au troisième échelon de course va lui finalement relâcher un petit peu la pression sur le sommet de Montefiore d'Asso. Je me dis alors que les baroudeurs en tête de course et dans le groupe de contre tiennent le bon bout sur cette 8e étape. À 40 km de l'arrivée, ça va être la deuxième bosse répertoriée, l'ascension de Monterubiano. Devant, Mikkel Bjerg va poursuivre son très gros abattage pour Narvaez et le trio va creuser sur le groupe de contre où l'entente ne va pas aller en s'améliorant. Et donc, au sommet, eh bien, le trio tête va basculer avec une minute d'avance sur les premiers poursuivants. Et au troisième échelon de course, là, ça va être enfin le rideau pour le peloton, où Bahreïn va rapidement se présenter au contrôle de l'échappée. Cette fois, c'est sûr, l'étape va se jouer devant, entre baroudeurs. 3 coureurs devant, plus 34 derrière. Je vous mets la liste à l'écran, il y avait beaucoup de monde dans le groupe de contre aujourd'hui. Allez, à 30 km de l'arrivée, ça va être le troisième talus consécutif dans ce final, l'ascension de Fermo, directement enchaîné avec l'ascension que je vais appeler l'ascension Red Bull. Dans cet enchaînement de deux bosses devant, le trio va poursuivre son union sacrée. Bjerg, Leknesund et Narvaez vont continuer leur boulot à la perfection. Au deuxième échelon de course, Javier Romo va lui basculer en solo à 50 secondes des trois de devant et passer l'entièreté du groupe de contre au troisième échelon de course. On va retrouver le peloton à 3 minutes 30. Le peloton où on ne s'était pas alors complètement relâché pour Bahreïn, compte tenu de la présence dans le groupe de contre de coureurs très bien placés au général, tels que Christian Scaroni et Igor Arieta. Au passage du kilomètre Red Bull, restait alors un peu moins de 30 km. Ça sentait quand même à ce moment-là très très bon pour le trio tête qui faisait alors un véritable numéro sur cette 8e étape. Dans la transition vers les deux derniers talus de la journée, le trio de tête va continuer de creuser l'écart sur Javier Romo et Solé au deuxième échelon de course. À ce moment-là, il y avait déjà plus trop de doute quant à l'échelon de course où allait se disputer la victoire. Ça devait se jouer devant entre Mikkel Bjerg, Jonathan Narvaez et Andreas Leknesund. À 11 km de l'arrivée, ça va être le moment de vérité lorsque le trio de tête va rentrer dans l'ascension de Capodarco enchaîné du mur de la Via Riputtolo. Mikkel Bjerg va mettre tout de suite dès le pied un dernier coup de gaz pour faire mal à Andreas Leknesund. Leknesund, justement, va montrer un moment de faiblesse mais va tout de même savoir recoller au Danois de l'UAE.
Mais sur le retour du Norvégien, Jonathan Narvaez va directement contrer. La tenaille UAE va finalement venir à bout du Norvégien dans Capo d'Arco. Narvaez va s'envoler sur sa deuxième accélération. Andreas Leknesund, il faut le pointer, va quand même très bien résister dans l'approche de la Via Reputolo. Mais dans les très gros pourcentages, Leknesund va définitivement couler une bielle dans son duel avec Jonathan Narvaez. Et à l'arrivée, eh bien Jonathan Narvaez va venir cueillir sa deuxième étape sur ce Giro 2026, sa quatrième en carrière. Énorme Jonathan Narvaez, très solide Andreas Leknesund et bien sûr énorme Mikkel Bjerg, sur lequel nous reviendrons après. Leknesund va lui savoir conserver la deuxième place, puis au troisième échelon de course, le groupe de contre va venir croquer le fantastique Mikkel Bjerg. Martin Chiota va venir faire 3. Uno X vont donc faire 2 et 3 aujourd'hui. Puis ce sont Silva, Milesi, Scaroni, Strong, Lopez, Pouls et Bellocchi qui vont boucler le top 10. Le groupe maillot rose va lui arriver un petit peu plus loin ensemble à 1 minute 50 de Jonathan Narvaez. À noter, tout de même très important, le fait que Giulio Ciccone se sera relevé dans le final bouclant l'étape à plus de 6 minutes. Et donc, au classement général au terme de cette étape, disparition de Giulio Ciccone dans les 20 du général, lui qui était ce matin dans les 10 et qui devrait désormais définitivement se concentrer sur les victoires d'étape. On notera également le très bon rapproché au général de Christian Scaroni qui aura gratté 1 minute sur le groupe des favoris. Même si je pense que c'est très anecdotique pour l'Italien d'Astana, parce que Scaroni devrait très vite lâcher du temps dans les étapes qui arrivent pour pouvoir jouer les victoires d'étape en 3e semaine du Tour d'Italie. Allez, les classements faits, passons désormais au débrief de cette 8e étape. Ce qui m'aura marqué tout d'abord aujourd'hui, ça aura été bien sûr l'énorme bagarre pour former l'échappée dans les premières heures de course avant l'enchaînement des difficultés à 60 km de l'arrivée. L'intensité aura été folle aujourd'hui, d'abord dans la première heure de course qui aura été bouclée à un petit peu plus de 50 km/h de moyenne. Première heure de course où nous aurons vu un très beau Trofeo Baracchi de Alberto Bettiol et Filippo Ganna qui auront littéralement fait un très beau numéro sur cette première heure de course. Et malheureusement, c'était impossible pour eux de faire des différences dans la condition où derrière, ça ne cessait de lutter pour essayer de rentrer sur eux. Les deux Italiens se seront bien usés, tandis que derrière, eh bien, on ne parvenait pas à faire des différences. Ces mouvements de course sans conséquence, eh bien, ça va se poursuivre une fois les deux Italiens repris, puisque ça va continuer jusqu'à 75 km de l'arrivée. Et finalement, eh bien, le moment décisif de cette journée va se faire à la mi-course, à 75 km de l'arrivée sur un petit pont d'autoroute, là où l'intensité commençait vraiment à user les organismes. Il y a ce petit pont d'autoroute. Il y a une scission dans le même temps dans le peloton. Il y a un premier paquet de peloton, un deuxième paquet de peloton qui vont se scinder à 75 km de l'arrivée. Il va y avoir ce vent de côté là qui va venir un petit peu en traître sur le côté des coureurs. Mikkel Bjerg va sortir, Jonathan Narvaez, très intelligent sur son move, va embrayer la roue de son coéquipier. Leknesund va recoller au courage, et c'est parti, les 3 coureurs vont s'échapper à 75 km de l'arrivée, et derrière, on ne va pas réagir tout de suite, on va faire une erreur, même si effectivement c'était très difficile d'imaginer que les 3 allaient au bout de cette étape, lorsqu'ils sont sortis à 75 km de l'arrivée. Dans ce groupe de contre, à 75 km de l'arrivée, on ne réagit pas tout de suite parce que le peloton est scindé en 2. Je pense qu'on doit d'abord un petit peu faire l'inventaire dans ce groupe-là avant de se dire « vas-y, je me projette à l'avant ». Et ce qui fait aussi que le groupe de 3 sort à ce moment-là, c'est qu'à mon avis, dans le groupe de contre, on se dit que les 3, là, à 75 km de l'arrivée, vont aller nulle part, puisque ça fait quand même 75 km que ça lutte, et que personne n'a réussi à faire la différence. Et pourtant, c'est là que sort le mouvement décisif de cette journée. Parce que le deuxième point que je veux noter au terme de cette étape, c'est le numéro absolu de Mikkel Bjerg pour UAE, qui aura accompli un travail aujourd'hui pour Jonathan Narvaez qui est proprement remarquable. Si Jonathan Narvaez est venu à bout d'Andreas Leknesund et de tous les coureurs qui étaient présents en contre aujourd'hui,
c'est parce que Michael Berg aura été redoutable, impeccable dans son effort de 75 km de l'arrivée à 12 km de l'arrivée avant les dernières difficultés. La répartition qu'on avait un petit peu dans ce trio de tête en termes de relais, on va dire que c'était 50% Michael Berg, 25% Andreas Leknesund et 25% Jonathan Narvaez. Michael Berg aura fait la plus grosse part du boulot, et surtout ce qui aura fait la différence sur les adversaires, c'est qu'on s'est très bien entendu à partir du moment où on est parti à 75 km de l'arrivée et qu'on n'a plus lâché l'union jusqu'à 15 km de l'arrivée. Première ascension, Montefiore d'Asso, on contient le groupe de contre à 1 minute. On relâche pas la pression, surtout pas parce qu'on ne souhaite absolument pas un retour du contre, notamment parce que le peloton est vraiment dans le rétroviseur du contre. Donc voilà, il fallait surtout pas relâcher pour éviter le retour de super grimpeurs qui étaient présents dans le peloton. Peloton, on aura vu quand même des Giulio Ciccone et même le maillot rose Afonso et Olalio accéléré. Donc là, on fait déjà un très gros travail. Là, on se fait extrêmement mal pour conserver le groupe de contre au-delà de la minute. Dans la deuxième ascension, dans Monterubiano, là, par contre, c'est le contre qui bouffe un petit peu la feuille de match en faisant la course à l'envers. Dans le groupe de contre, on se flingue tour à tour. D'abord Gianmarco Garofoli, puis Javier Romo. On préfère se flinguer plutôt que de collaborer ensemble pour venir sur le groupe de 3. Donc là, le groupe de 3 se dit, bah c'est parfait, continuez à vous flinguer derrière, nous on va continuer à rouler ensemble. On va rester au train, tandis que derrière, les coureurs vont faire des à-coups et s'isoler. Toute cette situation de course dans Monterubiano, c'est totalement parti à l'avantage du trio tête. Dans la troisième ascension, la troisième et quatrième ascension avec l'enchaînement Fermo plus le kilomètre Red Bull, là, le trio tête va creuser définitivement. Seul Javier Romo va faire un petit peu de résistance au deuxième échelon de course en basculant à la minute une fois passé le kilomètre Red Bull. Et dans la transition dans le final, c'était totalement parfait pour le trio de tête et UAE parce qu'on était en 3 contre 1 contre le deuxième échelon de course Javier Romo. Ça fait 1 minute 30 à 11 bornes de la ligne et à ce moment-là, c'est joué. Il n'y a plus qu'à gérer pour UAE le cas Andreas Leknesund. Dans Capo d'Arco, on gère le 2v1 à la perfection. Michael Berg fait les premiers hectomètres assis sur la selle à bloc. Leknesund montre, petite erreur de Leknesund, mais je pense qu'il était vraiment au bout du bout, laisse un écart sur Michael Berg, faisant comprendre à Jonathan Narvaez qu'il n'en a plus dans le moteur. Donc quand Leknesund va recoller à Michael Berg, Jonathan Narvaez va directement accélérer. Leknesund va faire preuve quand même d'une grosse résistance sur l'accélération de l'Équatorien. Mais l'Équatorien va totalement gérer son effort, très conscient, je pense, qu'il était une jambe au-dessus de Leknesund, en sachant aussi que le final était totalement à l'avantage de l'Équatorien, puisque l'Équatorien est bien plus léger que Andreas Leknesund, que le Norvégien. Donc à partir de là, Narvaez fait un premier effort, reste au train, Michael Berg perd du terrain. Narvaez va quand même placer une deuxième accélération pour ne pas avoir à garder Leknesund dans sa roue. Et là, on a ce formidable bras de fer dans les derniers kilomètres de Capo d'Arco, où Leknesund va rester, allez, on va dire, de 10 à 15 secondes comparativement à Narvaez. Narvaez qui va relâcher un petit peu de temps en allant chercher le mur de la Via Reputolo. Mais là, lorsqu'on va arriver dans les très gros pourcentages, le poids de Narvaez va faire totalement la différence dans son bras de fer avec Leknesund. Narvaez va s'envoler dans ces très violents hectomètres de la Via Reputolo. Et à partir de là, c'était terminé. UAE aura fait une performance aujourd'hui proprement remarquable avec ces deux fortes têtes en tête de course. Le très gros travail du rouleur Michael Berg et Jonathan Narvaez qui aurait été un petit peu plus dans la conservation de son énergie. Et ce final se traduit un petit peu par, cette espèce de capacité à sniper les victoires d'étape qu'a désormais Jonathan Narvaez, qui est véritablement redoutable sur ce genre d'étape pour puncher, sur ce genre d'étape aussi, où il faut être capable de garder une intensité très forte dans les deux dernières de course, où on enchaîne vraiment les difficultés, sur une étape qui ressemble quand même beaucoup à une étape de Tirreno Adriatico. Derrière, Leknesund aura fait preuve d'une résistance remarquable, mais j'ai presque envie de dire que son bras de fer était déjà perdu lorsqu'il est arrivé en 2 contre 1 contre les UAE à 15 km de l'arrivée. Et puis bien sûr, celui qui aurait été le facteur X de cette journée dans le trio tête, ça aurait été Michael Berg. Je le répéterai jamais assez, mais le Danois aujourd'hui aura été extraordinaire de résistance, de force, de capacité quand même à avoir un abattage que peu de coureurs ont dans le peloton. La victoire du trio tête aujourd'hui, elle s'est décidée aussi parce que Michael Berg aurait été
incroyable de force et de résistance dans les 2 dernières heures de course. Donc, à la fin, UAE fait une journée magnifique, cale exactement les 2 cartes qu'il faut à 75 km de l'arrivée en tête de course. Jonathan Narvaez qui avait quand même le meilleur profil chez UAE pour s'imposer aujourd'hui. Michael Biard qui avait aussi le meilleur profil pour tracter Narvaez dans les 60 derniers kilomètres. C'est absolument parfait ce que réalise UAE sur cette étape. Et puis derrière, en plus, ils se permettent d'avoir le luxe d'avoir Jan Christen et Igor Arieta dans le groupe de contre. Et franchement, sur 5 têtes restantes chez UAE, on en met 4 et en tête de course et dans le groupe de contre aujourd'hui. C'est parfait. C'est d'autant plus parfait que la première partie d'étape ne convenait pas particulièrement à ces profils-là en dehors de Michael Bjerg. Donc UAE, on se plaint quelque part toute l'année que UAE gagne toutes les courses, qu'ils ont les coureurs extraordinaires, c'est vrai. Mais si on regarde la façon dont ils courent, la façon dont ils exercent leur force sur les différentes étapes de ce Tour d'Italie, ils ne se plantent que très rarement. C'est quand même fou. La qualité d'UAE a toujours placé les bons pions au bon endroit sur ce Giro d'Italia. Donc chapeau à UAE, bravo à Mika Bier qui aura été l'élément déterminant aujourd'hui, et bravo à Jonathan Narvaez qui aura conclu le travail à la perfection. Ça, c'est dit pour le trio tête. Par contre, le troisième point que je veux aborder au terme de cette journée, c'est le manque de QI tactique, on va dire ça, dans le groupe de contre, une fois arrivé dans les 60 derniers kilomètres. Ce groupe de contre, on a un très gros groupe de contre qui se forme à 65 km de l'arrivée après le kilomètre Red Bull pour aller chercher les premières difficultés. Et ce groupe de contre est à ce moment-là à 1 minute du trio tête. Dans la première ascension de Montefiore d'Asso, on se met les taquets pour faire des différences, ce que je comprends à ce moment-là parce qu'il y a le groupe Maillot Rose qui est quand même derrière et qui pousse un petit peu pour entrer sur ce groupe-là. Je le comprends aussi parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans ce groupe et qui s'est bien décrémé avant de se décider à aller chercher le trio tête parce qu'il y a encore de la distance pour aller chercher les lignes d'arrivée, il y a 60 km. Mais par contre, lorsqu'on arrive dans l'ascension de Monte Rubiano à 50-45 km de l'arrivée, là, faut arrêter de flinguer. Là, le groupe de compte, je ne comprends pas pourquoi on ne se décide pas à ce moment-là de faire l'union pour aller chercher le trio de tête. Je veux dire, à ce moment-là, la menace du groupe Maillot Rose dans l'ascension de Monte Rubiano devient nulle parce que le groupe Maillot Rose se relève derrière et qu'on a Visma et Bahrain qui reviennent au contrôle de la course. Donc on est certain à ce moment-là que le groupe Maillot Rose ne pèsera plus dans le final de la course. Doit alors se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher le trio de tête qui est devant, sachant qu'il y a 2 coureurs UAE devant et que donc les mecs ne vont pas ralentir le régime. Là, on doit faire l'union et au lieu de ça flingue chez Soudal, Gianmarco Garofoli va faire son truc, ça flingue chez Movistar, Javier Romo va faire son truc. Et à la fin, moi, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas l'union dans Monte Rubiano, et ce, jusqu'au pied de Capo d'Arco à 10-15 km de l'arrivée. Pourquoi on fait ça ? Franchement, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre ce soir. Dans ce groupe de contre, il y avait 3 coureurs Soudal, Garofoli, Zana, Van den Bosch. Il y avait 4 coureurs Groupama, il y avait 4 coureurs Polti, même si c'est pas à Polti de faire la course parce que c'est une équipe invitée et qui est donc intrinsèquement moins bien fournie en termes d'individualité que les adversaires. Il y avait 3 coureurs Movistar avec quand même Javier Romo, Juan Pedro Lopez et Lorenzo Milesi, quand même 3 bêtes à foin, vous voyez. Donc il y avait totalement de quoi faire l'union pour se rapprocher. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher le trio tête, ne serait-ce que pour se rapprocher du trio tête de 40 à 15 km de l'arrivée. Mais non, on préfère flinguer. Javier Romo part en solo dans son truc. Javier Romo se dit qu'en 1v3, il peut rentrer. Bref, moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas l'attitude du groupe de contre dans la deuxième ascension répertoriée de la journée jusqu'à l'approche des derniers murs. Et puis même dans le groupe de compte, je vous parle des groupes qui étaient en surnom, mais il y avait des paires qui étaient très intéressantes. Il y avait Cepeda, Beloki pour IF, il y avait Scaroni et Silva pour Astana, il y avait Corbin Strong et le petit Pinarello pour NSN. Il y avait, pour beaucoup d'équipes, il y avait moyen de décider d'une tête qui allait pouvoir jouer l'étape, et il y avait moyen de décider d'une tête qui allait se sacrifier pour l'autre. Et à ce moment-là, on allait chercher les UAE devant. Oui, on avait Jan Christen et Igor Arieta sur le porte-bagages. En fait, il faut essayer de savoir ce qu'ont envie de jouer ces équipes-là. Est-ce qu'on veut jouer placé et prendre les points UCI ? Est-ce qu'on veut jouer la victoire d'étape ? Si on veut jouer la victoire d'étape, on s'y est pris complètement à l'envers aujourd'hui. Si on veut jouer les points UCI, 4, 5, 6, ouais, ça compte peut-être.
On n'est pas sur une année de relégation, hein, ma foi, mais bon. Enfin voilà, j'ai pas compris l'attitude du groupe de contre aujourd'hui qui aurait peut-être dû s'entendre avec l'ensemble des équipes qui étaient en surnombre plutôt que de partir dans tous les sens et de se dire bah vas-y, moi j'attaque, je pars tout seul et je suis sûr qu'en 1v3, je vais rentrer sur Bjerg, Narvaez et les Knessoun. Bah, c'est une façon de penser qui est bizarre. C'est une façon de penser qui est bizarre. Voilà. Bon, ceci étant dit, à la fin de cette journée, ceux qui auront fait l'union à l'avant auront pris les meilleurs accessites. Victoire pour eux et place de 2 et 3 pour InnoX. Et puis, concernant le groupe Maillot Rose derrière, eh bien, on ne se sera pas fait la bagarre aujourd'hui. Même si on aurait peut-être pu avoir le vice d'accélérer dans le final et dans le mur de Laviar et Putolo, parce qu'on a vu des petites choses... Peut-être qu'il y avait moyen de faire des différences. Bon, on n'aurait pas fait les grandes différences quoi qu'il arrive à la fin, mais quand on voit un Giulio Pezzari qui galère dans les 200 derniers mètres pour aller chercher Jane Lay et Jonas Vingegaard, quand on voit un Félix Gall qui n'aime pas du tout les gros pourcentages, bref, qui n'aime pas les ascensions, il peut pas tourner la jambe, on aurait pu faire quelques différences. Bon, ça change pas grand-chose, je pense, à la fin de cette journée. Je pense aussi qu'on a voulu un petit peu récupérer après l'étape du bloco, c'est en sachant que demain, à Corno, à l'escalier, il y aura quand même de quoi faire dans le final. Mais bon, voilà. Donc, statu quo aujourd'hui dans le groupe Maillot Rose. On retiendra, je le répète, quand même que Giulio Ciccone aura sciemment perdu du temps pour pouvoir jouer les échappées dans les journées à venir. Parce qu'on l'aura vu aujourd'hui tenter de se glisser à l'avant, mais on ne lui aura pas laissé de marge parce qu'on sait à quel point Ciccone est redoutable. Donc, chose à retenir aujourd'hui concernant le groupe Maillot Rose, Ciccone perd sciemment du temps en vue des étapes. Sinon, pas de changement majeur quant au classement général. Bon allez, c'en est tout du débrief de cette 8e étape qui était une petite étape de Tirreno Adriatico, je pense qu'on peut la décrire comme ça. UAE, l'hydre à 5 têtes sur ce Giro 2026, nous aura livré un sacré numéro avec Michael Bjerg bien sûr et Jonathan Narvaez en sniper. Côté maillot rose, encore une fois, ça aura donc été le statu quo. Demain, ce sera la dernière étape de cette première semaine de Tour d'Italie. Étape de 184 km, étape très tranquille dans ces 150 premiers kilomètres avant de s'élever progressivement à 30 km de l'arrivée pour aller chercher le sommet de Corno all'Escale. Ce sera donc sur cette 9e étape une course de côte qui se jouera plus précisément, plus véritablement dans ces 4 derniers kilomètres, là où la pente sera la plus dure. En toute franchise avec vous, je doute que les favoris du général se disputent cette 9e étape de Corno all'Escale. Je crois beaucoup plus en une étape pour les échappés et les baroudeurs. Cependant, quelque chose à noter d'important avant le départ de cette étape, c'est que le départ de demain devrait être comme aujourd'hui. On devrait avoir une énorme bataille pour se glisser dans l'échappée. Et quand bien même le final sera plutôt à l'avantage des baroudeurs grimpeurs, eh bien les grimpeurs devront d'abord se faire violence sur le début d'étape afin d'obtenir le bon de sortie sans pour autant se mettre dans le dur pour espérer à la fin aller chercher la victoire d'étape à Corno all'Escale. Donc ce sera une échappée plutôt difficile à aller chercher pour les grimpeurs qui espéreront se jouer la victoire à Corno all'Escale. Et c'est ce qui fera, je pense, le piquant de cette 9e étape en direction de Corno all'Escale. Voilà, donc du côté des favoris, même si je ne les vois pas se disputer la victoire d'étape, je n'exclus pas non plus quelques escarmouches dans les derniers kilomètres. Et clairement, quand bien même il y aurait des escarmouches demain en direction de Corno all'Escale, je ne vois pas non plus de gros écarts se dessiner au terme de cette étape. Tout au mieux, je pense qu'on ira chercher quelques secondes contre un mec qui serait un petit peu moins bien dans ce final de Corno all'Escale. Voilà, allez, je vous laisse ici, je vous dis à demain pour le débrief de la 9e et dernière étape de cette première semaine de Giro. Prenez soin de vous et à demain. Ciao!